aujourd'hui c'est le 8 mars, donc c'est la journée internationale consacrée aux femmes et surtout aux luttes des femmes et dans le monde. Voilà. Alors vous l'avez bien dit, c'est la journée internationale de lutte et non pas la journée des femmes, la journée de la femme. Oui, mais je crois que ça commence un petit peu à rentrer. Je pense que sur la lutte, on a encore beaucoup à faire. Je disais à un de vos collègues que quand même sur l'égalité, il y a encore à progresser. Par rapport aux violences, il me posait la question sur les violences faites aux femmes. Je pense qu'on en est loin dans les moyens qui doivent être mis en disposition pour les assos. Voilà. Dans le monde entier, de toute façon, au 8 mars, partout, dans tous les pays pratiquement, il y a quelque chose, il y a une manifestation. Voilà. Lundi, il y a un appel aussi à la grève. Oui, ça j'ai vu au niveau des syndicats. Alors c'est un appel à la grève qui vient depuis plusieurs années. Alors sur ça, par exemple, en Espagne, je crois que c'est en 2018, je vous le dis de tête, il me semble qu'elles ont été des millions à se mettre en grève. Voilà. Donc c'est possible, mais ça demande toute une organisation et un travail militant avant, quoi. Alors Barbara, vous êtes venue ici pour manifester avec de jolies pancartes préparées par vos soins. Alors on peut lire « Ne nous libérons pas, on s'en charge ». Pourriez la commenter cette pancarte-là ? Oui, c'est pour montrer qu'on n'est pas là que pour marcher, pour montrer qu'on est active, qu'on défend des idées qui sont factuelles. On est dans l'action, on n'a pas besoin d'hommes. Pour ne citer que, pour se libérer, on n'est pas là pour attirer la pitié ou pour dire qu'on est faible et malheureuse et qu'il faut qu'on arrête de piétiner nos droits. Non, nos droits, on en a et on les prend, on ne demande pas la permission. Donc c'était ce que ça voulait dire. Vous voulez de la place. Et il y a une deuxième pancarte, je crois, avec plein de paillettes. Avec du rose et des paillettes. Du rose et des paillettes pour jouer un petit peu sur les codes de ce qu'on a, de ce qui qualifie souvent, trop souvent, les petites filles et les femmes, les roses et les paillettes. J'aime les roses et les paillettes, mais je suis une femme qui a le droit d'avoir des droits, d'aimer les roses et les paillettes aussi. Donc liberté, égalité, sororité, est-ce qu'il y en a assez de la sororité ? C'est surtout qu'il y en a assez de la fraternité. Je trouve que c'est un slogan qu'on cite souvent pour défendre nos droits, nos libertés, notre égalité. Et pourtant, elle cite que la fraternité, pas la sororité. Donc pour moi, juste fraternité, c'est pas l'égalité, c'est pas... Voilà, je trouvais que sororité, peut-être un petit peu plus extrême parce que je veux pas qu'on piétine la fraternité non plus. Les hommes ont aussi leur place. S'ils veulent défendre nos droits, ils sont les bienvenus. Mais voilà, liberté, égalité, sororité pour dire qu'on fait corps toutes les femmes, malgré nos désaccords, malgré les différents mouvements qu'il peut y avoir dans le féminisme ou même en dehors du féminisme. On se bat toutes pour nos droits. Voilà. Edith Lombardi, on ne peut pas dire qu'on ne se connaît pas, on se connaît bien à Radio Bip. Alors vous faites partie de Solidarité Femmes, à ce titre au GAF, au Groupement d'Action Féministe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est une action quand même qui est pour le 8 mars, en l'honneur du 8 mars. Le 8 mars qui est la journée internationale du droit des femmes. Une journée qui est née de grève ouvrière. Fin du 19e, début du 20e, des ouvrières qui ont lutté contre les conditions indignes de travail et de vie qu'on leur faisait et contre l'inégalité des salaires. Alors par étapes, ça s'est étendu et puis s'est formé l'idée d'une journée internationale pour l'égalité et la dignité des femmes. Égalité des salaires, égalité dans la vie. Alors, Solidarité Femmes, plus spécifiquement, lutte contre les violences faites aux femmes, mais on est vraiment dans la même histoire. Puisque, pourquoi il y a des violences ? C'est bien parce qu'il y a inégalité et oppression et emprise. Alors, je crois que le mot du jour ou la formulation des jours, c'est « on te croit ». On te croit, oui. Combien de fois des enfants, garçons, filles, n'ont pas osé parler parce qu'ils se sont dit qu'on n'allait pas les croire, ou ils ont essayé de parler, on ne les a pas crus. Et puis combien de fois des femmes, t'as été agressée, mais tu l'as peut-être cherché, qui sait ? Mais non, c'est le patriarcat qui crée tout ça. C'est une situation, un mode de mentalité, un mode de relation qui est institué depuis fort longtemps
Et c'est absolument nouveau d'une certaine façon depuis, je dirais, un petit siècle qu'on essaie de retourner ça autrement et de modifier ça. Mais on sait que c'est pas fini. On a encore du boulot. Alors, on peut aussi discuter de ce qui va se passer le 12 mars. Alors, ce sera retransmis sur notre antenne et sur nos réseaux. On va parler de femmes remarquables. Alors oui, je vais avoir la joie. Merci à Radio Bip et à Média 25 de m'accueillir. J'ai parlé de 4 femmes remarquables. Pourquoi 4 ? Bon, voilà, c'est venu comme ça. Ça va être la sœur de Moïse, la sœur aînée de Moïse. Ça va être Jeanne d'Arc, dont je ne veux absolument pas qu'elle appartienne à l'extrême droite. Elle nous appartient à toutes. C'est une très belle jeune fille, assassinée à 19 ans, qui mérite toute notre attention. Et puis Irena Sendler, une résistante polonaise. Et puis notre grande Marie Curie, qui a ouvert aux filles et aux femmes les sciences, la voie de la recherche, la voie de la pensée, mais aussi du courage. Merci, donc ça ce sera le 12, ce sera retransmis à 14h et le soir à 20h. Merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, c'est important d'être dans la rue pour plein de raisons aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de la rue, on a besoin de cet espace, on a besoin de s'exprimer. Et c'est bien sûr aujourd'hui un temps particulier parce qu'on va s'exprimer sur la question des femmes. Et malheureusement, ces femmes n'ont pas encore la chance d'avoir toute leur place. Et il faut encore continuer à le dire, à le revendiquer. Alors on vient de perdre une grande militante byzantine, Paulette Guinchard-Kunstler, que vous connaissiez d'ailleurs il me semble, ou vous connaissiez en tout cas son action. On a besoin de grandes militantes de cet acabit. Voilà. C'est ça. On a besoin de femmes qui ont une ligne de pensée, qui sont cohérentes et surtout c'est quelqu'un qui avait cette qualité d'être proche des gens. Quand je suis arrivée, moi, ici à Besançon, en tant qu'adjointe à l'énergie, et que je suis arrivée la première fois voir les chauffagistes de la ville de Besançon, ils m'ont tout de suite parlé de Paulette Guinchard-Kunstler parce que c'était une adjointe qui était venue les voir, qui les avait accompagnés sur les chantiers, qui avait discuté de leur métier, qui d'ailleurs avait voulu qu'il y ait une équipe entière qui s'occupe de la question de l'énergie dans la ville de Besançon, ce qui était très précurseur, mais c'était précurseur à double titre. C'est dans la relation qu'elle avait avec eux et dans la volonté qu'elle avait de moins de consommation. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était pas tant la moins de consommation pour des questions de gaz à effet de serre, plutôt que des économies aussi. Pourquoi gaspiller, etc. Mais du coup, ça a permis à la ville de Besançon de s'asseoir sur un service qui était très dynamique et très engagé pour trouver des solutions toujours nouvelles. Des femmes inspirantes, on en a besoin. Alors, en tant que femme, bien sûr, c'est une femme en plus qui regardait les choses en face, qui avait identifié que c'était une société qui ne regardait pas la vieillesse et la place que les personnes qui allaient vieillir allaient prendre et l'accompagnement qu'on pourrait ou pas faire de leur vieillesse et qu'il était urgent de prendre en considération quand on est personne politique. Et en fait, c'est encore d'actualité parce que ce qu'elle a fait à ce moment-là est encore d'actualité, c'est fondamental. Ça permet de financer l'accompagnement des personnes qui sont en train de vieillir. Mais surtout aussi, elle avait annoncé combien il allait falloir être tout proche des aidants. Et on sait qu'aujourd'hui, toute la problématique, elle est aussi autour des aidants, des accompagnants. Et, qui sont souvent des accompagnantes d'ailleurs. Qui sont souvent des accompagnantes aussi, c'est vrai. Et qui sont en souffrance alors qu'elles se vraiment dévouent à la personne qui est plutôt en vulnérabilité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait ce principe-là de vie qui l'a conduite jusqu'à finalement un choix final qui consiste à dire je veux vivre et je veux mourir en toute dignité. Et le choix par exemple d'un suicide assisté, d'une fin de vie assistée, c'est quelque chose aussi qui marque la force de caractère d'une femme qui prend vraiment tout à fait droit dans les yeux ce qui lui arrive, ce qui arrive à la société. Et il faut le remarquer, il faut le souligner. On a besoin encore de beaucoup de femmes comme ça. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes. Aujourd'hui où on défile pour les droits des femmes,
l'association Solidarité Femmes veut rendre hommage à Paulette Guinchard, qui vient de nous quitter. À la fin des années 70, nous l'appelions Zaza. Elle faisait partie d'un des premiers groupes femmes de Besançon qui réfléchissaient à ce moment-là sur le viol. Après avoir rencontré des femmes victimes de violences, elle décidait de fonder l'association Solidarité Femmes en 80. Cette association qui existe toujours. Paulette est restée à nos côtés et a toujours participé à nos luttes féministes. C'était une militante. D'abord au PSU où elle a fait bien sûr partie du groupe Femmes. Puis elle s'est lancée dans la politique, vraiment. Elle regrettait que les femmes ne se décident pas plus à prendre des responsabilités politiques. Elle fut députée et devint la première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale. Puis elle a décidé de se battre pour nos aînés, avec courage et une très grande détermination, comme elle le faisait toujours. C'est la force de son engagement qui a permis la création de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les plus dépendantes. Enfin, sa plus grande lutte fut celle contre la maladie héréditaire, implacable, qu'elle connaissait depuis longtemps dans sa famille et qui l'a touchée personnellement. Elle s'est battue avec courage et lucidité jusqu'à sa décision finale du suicide assisté. Elle tenait à maîtriser sa vie jusqu'à la fin. Dernier combat pour Paulette, qui a tenu à ce que cette décision soit connue et permette, si cela est possible, de faire avancer le droit pour toutes et tous à mourir dans la dignité. Paulette restera pour nous une femme simple, fière de ses origines paysannes, déterminée et combattante pour les autres, les plus fragiles, les handicapés, nos aînés, les femmes, mais aussi contre la maladie, la souffrance et pour la vie en décidant de sa mort. Merci Paulette et grand respect à toi. Est-ce que pourriez-vous nous expliquer un petit peu cette pancarte? S'ils en touchent une, nous répondons toutes. Déjà, ce sont des paroles de chansons, en fait, de Vivir Quintana. L'idée, en tout cas, celle que je les ressens comme ça, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire que les femmes soient solidaires entre elles. Je pense que la génération qui arrive, c'est une des choses qu'on va devoir développer. En fait, il faut vraiment qu'on soit soudés si on veut arriver à quelque chose. C'est ce qu'on appelle la sororité. Voilà, c'est ce mot qui est apparu assez récemment d'ailleurs, finalement. C'est ça, la sororité. C'est compliqué quand même. On a l'impression que la fraternité, c'est quelque chose qui est déjà bien ancré, alors que la sororité, c'est pas encore tout à fait ça. C'est compliqué et surtout entre femmes. Parfois, moi, j'ai eu certaines discussions de femmes qui me disaient mais en fait, ton combat, il sert à rien. Nous, on n'a pas envie que tu te battes pour nous, etc. Et c'est aussi un travail qui doit être fait, pas uniquement chez les hommes, etc. Je pense que c'est un des enjeux qu'on doit développer entre nous. Vous voulez reprendre la place, c'est ça? On veut reprendre la place, oui. À cause du confinement et de la crise économique, beaucoup de femmes victimes de violences n'ont pas été en capacité de quitter leur conjoint, ce qui a entraîné une baisse de leurs ressources. Le confinement a permis aux auteurs de violences de continuer à exercer leur contrôle sur les femmes, les empêcher de sortir et d'avoir des espaces de liberté qui leur permettraient de signaler ces violences et d'entamer des démarches. En écho aux violences conjugales, d'autres violences ont été puissamment dénoncées ces derniers temps avec le MeToo inceste. Il s'agit bien sûr des violences sexuelles exercées à l'encontre des enfants. Longtemps tues, mises sous le tapis, elles se font entendre au grand jour. En effet, une femme adulte sur 20 a été victime d'inceste. 2 à 3 enfants d'une classe de 30 élèves âgés de 10 ans sont victimes de pédocriminalité. Oui, la parole se libère grâce notamment aux réseaux sociaux. Cependant, sur ces mêmes réseaux sociaux, la question « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» est censurée. Mais que fait-on de cette parole? Comment accueille-t-on les victimes? Comment les accompagne-t-on? Tant que la justice laissera les auteurs de ces violences impunis dans la grande majorité des cas, tant que les professionnels ne seront pas formés pour entendre, écouter, aider les enfants victimes de pédocriminalité, tant qu'une vraie politique publique de prévention ne sera pas menée, ces violences continueront. Non, ce n'est pas une fatalité. Il faut faire tomber cette toute-puissance, ces privilèges, cette domination. Lutter contre le sexisme, contre toutes les formes de discrimination et d'inégalité.
lutter contre tous les stéréotypes, contre la culture du viol. Les violences faites aux femmes et aux enfants ne reculeront que dans une société plus égalitaire. Une société qui reconnaîtra le droit des femmes à l'égalité salariale, à l'autonomie et à l'émancipation. Je vous remercie. Vous empêcher d'avorter, mais le coup a manqué, nous gardons l'IVG. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive la libération. Protectrices des terres, bah oui, les femmes protectrices des terres, les femmes qu'on appelle souvent des sorcières. Pourquoi ce retour de la sorcière? Ouais, c'est le retour de la sorcière. C'est vrai que il y a des liens à tisser entre l'exploitation patriarcale et capitaliste, et puis du coup, c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui, avec un peu de deuxième degré, donc c'est sympa. Et avec des chouettes t-shirts, hein, d'ailleurs. Ouais, les t-shirts sont bien, ouais. Puis aussi, c'est une manière, quand on est femme et militante, on a toujours l'image de la sorcière. Donc c'est une manière de retourner le stigmate aussi. Qu'est-ce qui vous a inspiré là pour cette pancarte? Bah, je trouve que c'est un peu, ça représente beaucoup en mode, il faudrait peut-être changer, il faudrait peut-être commencer à faire pour que tout le monde soit égal. Vous avez quel âge, vous les filles? 12 ans. Ouais, 12 ans. Et vous vous sentez déjà bien concernée par tout ça? Bah ouais, c'est important. C'est nous le futur, donc il faut déjà qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et il y a des choses qui ne devraient plus exister depuis longtemps. Il faut que nous, on les fasse disparaître, notre génération. Et il y a des femmes qui vous inspirent comme ça, qui vous inspirent de la combativité? Bah moi déjà, toute ma famille a toujours été là-dedans, donc faut que je continue. Beaucoup de femmes, je pense que un peu toutes les femmes nous inspirent. Déjà, il y en a plein dans l'histoire, Simone Veil par exemple, et je pense que toutes les femmes ici et les hommes sont inspirants pour tout le monde, parce que tout le monde a la même manière de penser, toutes les personnes présentes ici, et sûrement plein de personnes du monde qui ne sont pas forcément présentes à cette manifestation. Et je trouve que c'est bien que nous, on soit là pour représenter qu'en fait, même les jeunes, on peut déjà agir. Vous êtes la maman de ces révolutionnaires. C'est vous aussi qui leur avez inspiré justement le militantisme? Je viens, et puis du coup Camille vient, et puis ça prend, et puis voilà, c'est bien. Voilà. La conscience politique, c'est maintenant, c'est tôt. Voilà. Vous avez manifesté beaucoup dans... Ouais, pas mal. Dans mon parcours, ouais, pas mal. Ouais, après, je suis pas forcément militante, mais il y a des choses qui me touchent et qui me tiennent à cœur, et cette cause-là, voilà, c'est important. Et qu'on en soit encore là en 2021. Ouais, ça, c'est regrettable, mais bon, je suis pas sûre que ça avance beaucoup, voilà. Même si on l'espère, mais je pense que voilà, ça restera de toute façon quelque chose de prégnant, même dans l'avenir, quoi. Voilà. Donc il y a encore des pavés à battre. Même, voilà, c'est ça qui est bien. Voilà. Merci beaucoup. Le patriarcat tue tous les jours, le féminisme n'a jamais tué personne. Le féminisme, c'est pour l'égalité, et si on est tous égaux, on vivra mieux, quoi. Vous êtes assez jeune, vous avez déjà été touchée par ce patriarcat dans votre vie. Qu'est-ce que ça implique? Non, pas vraiment, mais je pense qu'il y en a plein d'autres de mon âge qui ont déjà été touchés, et il faut agir le plus tôt possible. Et donc vous battez le pavé aujourd'hui avec des amis? Avec ma mère, mais je sais pas où elle est. C'est vous qui lui avez impulsé un petit peu ce féminisme? Oui, un petit peu. Elle a été très réceptive à ce message, donc elle a pris le sujet à bras-le-corps, et puis elle participe avec moi à la manifestation. C'est pas votre première manifestation, je pense. C'est pas la première, mais je suis au début. En fait, voilà. Vous avez eu une prise de conscience? Oui. Ouais. Avec tout, ça fait déjà 2-3 ans, une prise de conscience que finalement, cette société n'est pas si égalitaire que ça, et qu'il faut faire quelque chose dès l'éducation des garçons surtout. Enfin, des garçons et des filles, voilà. Arrêter le sexisme, voilà. André, là, vous avez rappelé quelques chiffres sur les violences faites aux personnes LGBTQI+. Oui. En fait, on ne se rend pas compte, mais 2 personnes sur 100, 2 personnes intersexes sur 100, c'est énorme. 2 naissances sur 100 environ, c'est un chiffre, c'est un recoupement de statistiques mondiales.
là où il y a des statistiques, notamment américaines. Oui, c'est ça. Donc, quand on dit que des bébés naissent intersexes, ça ne veut pas dire qu'ils naissent avec les caractéristiques physiologiques des deux sexes. Mais ceux qui naissent avec les caractéristiques des deux sexes, c'est-à-dire soit un micro-pénis, soit un clitoris surdéveloppé, enfin, c'est les critères des médecins, on incite très fortement les parents à les assigner dès la naissance à un sexe et en règle générale plutôt une assignation vers le sexe masculin. Ce qui entraîne une chirurgie dès les premiers jours, voire les premières heures de la vie du bébé. Et des conséquences, des opérations qui vont se répéter pendant ces jeunes années, et des conséquences terribles déjà parce que c'est très douloureux, parce que psychologiquement évidemment on ne lui a pas demandé son avis, voire même on va lui cacher. Voilà, c'est un petit peu le continent noir des causes LGBTI. Il y a quelques semaines, la Belgique a désormais interdit ce genre de pratique sur son territoire. Il a été question de l'interdire en France. Le Sénat a recalé cette loi qui était en discussion. Donc on est reparti pour un tour. Voilà. On a l'impression quand même qu'on parle des lois, par exemple, il y a beaucoup de volonté d'avancer, mais finalement ça avance pas tant que ça. On l'a vu avec la PMA par exemple. Ouais. Oui, alors ça, on est un pays qui est quand même somme toute assez conservateur par rapport à ces choses-là. C'est peut-être à cette occasion-là qu'on s'en est rendu compte d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un pays qui est plutôt avancé, mais en réalité il y a encore des choses qui bloquent. Alors soi-disant que la société n'est pas prête, mais moi je suis pas très sûre que la société soit pas prête. Je suis sûre que les parents des enfants nés intersexes à qui on dit il va falloir que vous choisissiez là tout de suite maintenant si votre enfant ça sera un garçon ou une fille, et donc ça veut dire on va l'opérer, etc. Je suis sûre que ces gens, si on leur disait écoutez, vous avez tout à fait la possibilité d'attendre que ça soit lui qui choisisse quand il sera plus grand et que vous en aurez discuté avec lui, et d'avoir un suivi éventuellement par des personnes compétentes pour ça, des psychologues ou etc. Je suis sûre que la plupart des gens choisiraient cette option-là, mais je crois que les gens se sentent un petit peu, se sentent pas avoir le choix. Et ils pensent vraiment que c'est pour le bien de leur enfant. C'est bien évidemment, c'est pas de la cruauté, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc bien sûr que le monde médical n'avance pas beaucoup. Hein. Il n'y a qu'à voir le peu de médecins qui sont d'ailleurs la plupart du temps des femmes qui veulent bien pratiquer des IVG. D'ailleurs, celles et ceux qui pratiquent des IVG sont débordés parce que ils en pratiquent pour tous ceux qui ne veulent pas le faire, soit parce que par conviction, soit parce qu'ils ne veulent pas prendre position, ils veulent pas, pour eux c'est un acte militant et ils veulent pas aller dans ce sens-là, quoi. Voilà. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faut pas lâcher, parce que je pense que c'est je pense que puisqu'on parlait des enfants intersexes, je pense que ça a toujours été mis de côté, cette question-là, parce que personne finalement, jusqu'à récemment, ne sait, je sais pas moi, ne s'est institué en association ou en regroupement de parents ou en personnes intersexes. Ça commence un peu, les personnes intersexes. Ça commence. Je pense que ça a commencé depuis un petit moment, mais que c'était pas forcément très médiatisé. Mais voilà. En tout cas, au niveau de l'Europe, ça bouge beaucoup, mais ça bouge pas encore en France. Alors, je sais pas pourquoi les sénateurs ont refusé. Je ne sais pas exactement quels sont leurs arguments, mais voilà. Prise de parole de Sud Santé Sociaux. 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, santé sociale, médico-sociale, toutes et tous en grève. Nous sommes les premières lignes depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid. Nous sommes 2 millions de salariés dans la santé, le social et le médico-social. Nous sommes aides-soignantes, animatrices, auxiliaires de vie,
assistante familiale, assistante maternelle, éducatrice spécialisée, assistante sociale, infirmière, agente de service hospitalier, administrative, ouvrière, sage-femme, aide à domicile, agente d'entretien. Nous sommes majoritaires dans les emplois du soin, de l'éducation, du nettoyage, du commerce, de l'aide à domicile. Tous ces secteurs essentiels et vitaux sont sous-payés, peu ou pas reconnus. Au boulot, notre travail salarié fait tourner l'économie et nos établissements. Et à la maison, notre travail domestique est invisibilisé. Parce qu'on en a marre d'une gestion de pandémie qui nous a particulièrement mis en danger, marre des pantalonnades et fausses promesses du gouvernement, marre du mépris du gouvernement sur les sujets concernant les femmes, quand il nomme ministre un homme suspecté de viol ou quand il envisage de mettre sur le marché public le 3919. Nous avons toutes et tous une raison de nous mettre en grève ce 8 mars 2021. Ensemble, nous sommes puissantes. Les Argentines nous l'ont montré en obtenant, après plusieurs années de lutte, le droit à l'IVG. Ce sont nos batailles collectives, imaginées par nous-mêmes, qui feront bouger les choses afin que toutes les violences patriarcales cessent. C'est pourquoi Sud Santé Sociaux exige pour les droits des femmes, pour l'égalité, contre la précarité, contre le patriarcat et contre toutes les dominations et exploitations, la revalorisation des salaires des métiers du care et à prédominance féminine, plus 400 € par mois maintenant, la reconnaissance des qualifications, des responsabilités et de la pénibilité de ceux-ci, horaires, amplitude, rythme de travail, l'arrêt des formations en 10 jours, l'égalité salariale à travail égal, salaire égal, la réduction du temps de travail, 32 heures semaine en jour, 30 heures semaine pour les équipes de nuit, l'égal accès à la promotion professionnelle et à tous les métiers, le respect des lois et des dispositifs relatifs à l'égalité professionnelle et salariale et des sanctions contre les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations, la suppression des inégalités persistantes qui s'aggravent entre les femmes et les hommes, de véritables mesures contre les ambiances sexistes et le harcèlement sexuel au travail, un droit à un congé parental strictement partagé entre parents et rémunéré, le maintien d'un système de retraite par répartition, seul garant d'une solidarité collective juste, le maintien de compensation au moment de la retraite suite à des inégalités de carrière, l'arrêt des politiques d'austérité qui entraînent la fermeture des hôpitaux et maternités de proximité, mettant en danger la vie des femmes, que ce soit pour avorter, accoucher ou se soigner, des moyens pour accueillir dignement les femmes qui portent plainte, les écouter et mettre en œuvre des moyens de protection, l'application de l'ordonnance de protection, l'augmentation des moyens pour les associations qui accueillent les femmes victimes de violences. Et enfin, un service public de la petite enfance à la hauteur des besoins. Nous, on est des étudiantes de l'ISBA et on voulait vous partager ce message. On a déjà distribué des tracts. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des choses qui se passent à l'école des Beaux-Arts. Donc voilà, je vais vous lire le tract et vous partager notre message. En un mot, vivez votre scolarité. Habitez votre ISBA pour qu'à son tour, son esprit vous habite. Ce sont les mots du directeur. Donc, monsieur le directeur, si tout nous oppose, voici au moins une chose, si ce n'est la seule, sur laquelle nous nous accorderons. Nous nous permettons donc ainsi, sans crainte, de vous prendre au mot. Habiter ne s'explique pas, mais se fait et se sent. L'ISBA est à penser comme une mise en œuvre des possibilités de vie qu'elle offre, mais aussi comme protection contre celles qui s'approprient l'ambition de savoir ce qu'est habiter à la place des habitants. Nous, étudiants, étudiantes de l'ISBA, habitants, habitantes premières de cette école, nous emparons de notre droit d'habiter notre ISBA. Le 19 septembre 2020, une association répondant au nom de Balance ton école d'art Besançon révélait une série de témoignages glaçants, reflétant une réalité jusqu'alors occultée. Pour une école qui clamait haut et fort son esprit libre, rebelle, punk et très alerte sur les questions sociales de notre monde,
Quelle ironie d'apprendre qu'elle avait abrité, toléré et passé sous silence viols, agressions sexuelles, propos discriminants et misogynes. 2 enquêtes sont ouvertes, judiciaires et administratives. Mais comme toute affaire administrative française, cela traîne en longueur. Depuis septembre, les victimes sont régulièrement sollicitées pour raconter encore et toujours leurs cauchemars à de nouvelles personnes, afin d'obtenir un nouveau sceau ou une nouvelle validation. Depuis septembre, aucune mise à pied n'a été exigée par la mairie, alors que les accusés font partie de l'équipe administrative et pédagogique. Comme dans de nombreuses institutions et écoles, l'administration préfère le silence et la passivité, au mépris de la parole des victimes. Vous avez failli à votre devoir de nous protéger. Vous avez perdu votre droit d'habiter cette école qui nous est chère. Merci. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Le vent